Euh, c'est bon, ça, c'est bon. On enregistre la réunion. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de l'Action de grâce. Dis merci à tout ce qu'on a, hein? Tout ce qui est beau, tout ça. Je vous dis merci pour la bonne équipe de direction que vous avez aussi. Ça sera peut-être approprié. Hein? Euh, je veux souhaiter encore une fois la bienvenue à nos nouveaux membres de la famille Humania. Je ne les nommerai pas, ceux qui se sont joints à nous depuis la dernière réunion. On se demande encore si on devrait les faire tatouer, eux autres, avec le logo de Royal Lepage Humania ou pas. C'est une farce, ça. N'ayez pas peur, là. Vous savez, le format en question, c'est que dans nos réunions, on invite des conférenciers. Et là, je le présente officiellement. Notre conférencier va adresser pourquoi l'évaluateur a fait avorter ma transaction. C'est Michel Meloche, un bon ami en passant. Un bon ami qui est très généreux de son temps et de ses connaissances. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait appel à ses services, vous le savez, vous l'avez vécu. Michel est hautement compétent et très généreux. Michel, en passant, évidemment, en plus d'être évaluateur agréé, c'est un témoin expert devant la Cour. Il a été appelé à plusieurs fois à trancher des différends, à émettre ses opinions comme évaluateur. Et je vais vous dire, c'est un quasi-économiste. Michel connaît non seulement l'évaluation, mais il fait le lien entre l'évaluation et l'économie. Est-ce que Michel est là? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce que Michel Meloche est là? J'espère qu'il est là. Hein? Il est là, on le voit là. Bonjour Michel. La parole est à toi. C'est bon? Tu te sens bien là? Oui, ça va bien. Oui, bon, bonjour tout le monde. Merci d'être là, de venir entendre les possiblement sagesse ou niaiseries que j'aurais à vous raconter. François m'a mis sur la piste. On a fait un petit plan de travail rapide. Je vais essayer d'improviser un peu autour de ça. Puis François, arrête-moi parce que comme tu me connais depuis longtemps, j'ai tendance à m'emporter puis à dériver ailleurs de temps en temps. Fait que je ne viens pas pour m'arrêter. Dans un premier temps, l'évaluateur agréé que je suis, c'est quoi la différence entre un inspecteur? Je pense qu'il y a bien des gens, même moi, on m'appelle souvent en me disant je voudrais faire inspecter ma maison. C'est pas évident comme différence, mais c'est vraiment pas la même planète. L'évaluateur est avant tout un professionnel de la valeur immobilière. Donc, on est là pour évaluer et non pour inspecter. Même si l'évaluateur, moi, évidemment, après 35 ans ou à peu près de carrière, ayant eu un père entrepreneur, j'ai grandi dans les 2x4, dans le bois et dans la brique, mais je n'ai pas les compétences et les connaissances suffisantes pour poser un diagnostic sur l'état du bâtiment. Ça, c'est ça qui est le travail de l'inspecteur. L'inspecteur, c'est un peu un docteur qui va aller voir le bâtiment, qui va le regarder dans tous ses raccoins, pour essayer de trouver des bobos, des vis, des indices de problématiques. Il va monter dans le grenier, défaire des prises électriques, etc. Fait que les gens vont être bien déçus de voir l'évaluateur arriver, puis 10 minutes après, ça a créé son camp. Il n'est jamais allé dans le grenier. Souvent, il a fait un tour très rapide. Mais c'est ça. L'évaluateur se doit de regarder un peu en détail, mais surtout globalement, l'immeuble qu'il a évalué. Donc, c'est simplement une observation qu'il va faire de l'état, de la fonctionnalité, de l'attrait de l'immeuble et non pas une inspection détaillée pour voir s'il y a des bobos. On vit une période un peu difficile, un peu particulière depuis 1 an et demi à peu près. COVID oblige. La COVID a un peu le dos large. Là, je pense que ce n'est pas vraiment la COVID. La COVID a été l'élément déclencheur de cette folie immobilière qu'on connaît. Mais je pense qu'il y avait déjà certaines bases qui étaient là avant la COVID. La COVID n'a fait qu'amplifier. Mais c'est sûr qu'on se retrouve devant des phénomènes, des augmentations de valeur de 15, 20, 30 en dedans d'un an. C'est du à peu près jamais vu. Moi, les dernières fois que j'ai vu ça, c'était les années 87 à 89, qui ont été suivies par une récession en 90 qui a fait très mal, où le marché a mis 10 ans à s'en remettre. Mais là, je ne pense pas qu'on va vivre ça, mais on y reviendra plus loin. Actuellement, je vous lis un peu les offres de services. Moi, heureusement, je ne fais pas de bancaire, merci la vie. Mais vous êtes confronté avec des évaluateurs qui font du bancaire. C'est eux qui vont être appelés par la banque pour
finalement concrétiser ou finaliser la transaction que vous êtes en voie de faire. Pourquoi l'évaluateur risque et peut faire avorter une transaction? C'est que dans le marché actuel, c'est tellement fou que c'est comme illogique, irrationnel et ça défie toutes les règles et toute la doctrine d'évaluation. Moi, depuis quelque temps, lorsque les gens m'appellent pour avoir une opinion de valeur marchande, voici un peu ce que j'écris dans mes offres de service. Vous allez comprendre un peu les limites que l'évaluateur peut avoir. Le marché actuel est exubérant, c'est un beau mot ça. Les prix payés défient souvent toute logique. Ce marché rend mon travail difficile. Ce marché fait mentir tous les principes, doctrines, méthodes et techniques d'évaluation. Ce marché me rend incompétent car mes obligations professionnelles et les méthodes d'évaluation appliquées avec la rigueur usuelle ne permettent pas de correctement anticiper de façon rigoureuse et objective le raisonnement actuel de l'acheteur typique. Le déséquilibre offre-demande inhabituel rompt le fragile équilibre historique. Les conclusions de mon rapport risquent donc de vous indiquer une valeur minimale pour l'immeuble évalué, valeur que le marché pourra probablement bonifier. Ça, je viens de vous lire textuellement une portion de mes offres de service depuis un an. Fait que je me qualifie moi-même d'incompétent et d'inutile. Et je l'assume pleinement parce que je pense que c'est un peu ça. Fait que c'est très difficile d'évaluer. Encore, je regardais il n'y a pas longtemps, hier, justement, une maison qui est à vendre depuis quelques semaines près de chez moi à Sainte-Adèle. Et je regardais le prix demandé à 495 000. Je me dis, si ça se vend à ce prix-là, je me jette dans la rivière. Bien, je pense que je vais y aller tantôt parce qu'elle s'est vendue 485 000. C'est complètement, ça n'a aucun sens. C'est un vrai 100 000 de trop que moi, là, si j'avais évalué ça demain, jamais, au maximum, j'arriverais peut-être à 400 000 puis encore. Puis là, le marché vient de se prononcer, elle s'est vendue 485 000. Ça, c'est la semaine passée, ce n'est pas il y a 6 mois ou il y a un an. L'évaluation étant une opinion, parce que le travail de l'évaluateur, c'est d'émettre une opinion dûment motivée et pleinement défendable. Le dûment motivé et pleinement défendable vient justement des méthodes, des techniques, des principes que l'on se doit d'appliquer, que notre ordre professionnel qui est là pour encadrer la pratique nous oblige à faire. Donc, c'est une opinion. Donc, dans toute opinion, il y a un élastique. On peut jouer un peu par en haut, un peu par en bas. Il y a toujours une question un peu subjective à un moment donné qui nous permet d'aller vers un minimum et un maximum. Mais l'élastique a une limite. Et actuellement, avec la vitesse avec laquelle les valeurs ont augmenté, font en sorte que l'évaluateur n'a pas pu s'ajuster parce l'évaluation est toujours basée sur des faits passés, c'est-à-dire sur des ventes qui ont eu lieu réellement, évidemment le plus récemment possible. C'est sûr que là, il y en avait une tonne depuis un an, donc l'échantillonnage est suffisant. Mais souvent, quand on arrive avec nos méthodes et nos techniques, on arrive à un moment donné, il y a un point de rupture, il y a un point d'équilibre dans nos grands calculs mathématiques qui font en sorte qu'on peut voir en bout de ligne en disant ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, ça distorsionne avec la tendance centrale, ce qui fait que l'évaluateur va rejeter cette vente-là et va revenir vers la tendance centrale. Fait qu'il y a beaucoup de mes confrères actifs dans le monde bancaire, parce que j'ai encore quelques amis dans ce milieu-là, qui m'ont confié que dans plus de 50% des dossiers qu'ils font depuis l'été, juin 2020, depuis un peu plus qu'un an, ils n'ont pas été capables de justifier le prix offert. Ça vous dit pourquoi l'évaluateur fait planter votre deal souvent. C'est un peu à cause du marché et à cause des principes, des doctrines, des obligations professionnelles de l'évaluateur. Il existe d'autres sortes d'évaluateurs, les évaluateurs agréés et les AACI, vous verrez peut-être ces lettres-là au bout des noms, sont les deux ordres professionnels, l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, qui décerne le titre d'évaluateur agréé, ça c'est québécois, puis AACI, c'est en anglais, c'est Chartered Appraiser of the Canadian Institute. Donc, ces deux-là sont des ordres professionnels que je qualifierais de conservateurs, de rigoureux, de sérieux, mais il s'est créé des nouveaux titres, des CRA, vous oubliez les noms, là, il y a plein de sous-titres, de petits ordres professionnels qui sont maintenant acceptés par les banques. Je vous dirais, si vous avez le choix lorsqu'une transaction est sur le point, essayez d'éviter les évaluateurs agréés ou les AACI parce qu'eux sont pris avec leur cadre professionnels, leurs obligations professionnelles, qui fait en sorte que s'ils ne peuvent pas, l'élastique, ils ne l'étireront pas. Alors que les autres évaluateurs, entre guillemets,
eux n'ont pas cette rigueur-là et peut-être que vous aurez plus de chances de faire passer le prix de l'offre, le prix de vente là, prévu de l'immeuble. Actuellement, l'autre élément qui est bien plate pour vous, c'est les délais de production. Le volume, la demande pour les évaluations s'est accrue de plus de 50% depuis 1 an et demi. Avec des structures, là, les LPCA, les Serge Lavoie, les entreprises là, qui font du bancaire dans la région, ils n'ont pas plus de monde, ils en ont même moins parce qu'eux autres aussi, ils en ont perdu, qui sont tombés au combat, il y en a qui ont été malades, etc. Tout le monde a été, ça ressemble un peu au saga des infirmières, là. Tout le monde a été surchargé de travail, puis à un moment donné, ça a pété cette affaire-là. Donc, les délais actuellement sont extrêmement longs. On parle de, ce qu'on m'a dit récemment, c'est que ça pouvait, dans le meilleur des cas, là, si vous avez un rapport à 2 à 3 semaines, ça tient presque du miracle. Alors qu'il y a 1 an et demi, c'était 2 à 3 jours. Fait que ça, cette réalité-là, elle est incontournable et malheureusement, je pense qu'il vous faut préparer dans vos offres et dans les délais que vous allez mettre dans vos offres, là, de tenir compte de ça. Autre élément où j'ouvre une parenthèse, pardon, je vais continuer sur l'évaluateur. Pour être sûr que l'évaluateur, quand il arrive, là, vous comprenez qu'il est sous pression, qu'il y a du travail plein les oreilles, il travaille 8 jours par semaine, la demande est très forte. Donc, essayez d'être gentil avec l'évaluateur, de l'accueillir, de l'aider. L'évaluateur là, qui fait du bancaire, là, moi j'appelle ça faire de l'évaluation fast-food. C'est du fast-food souvent indigeste parce qu'ils ont des honoraires de misère. Il faut qu'il aille extrêmement vite. Donc, ils n'ont pas le temps de vraiment là, faire le travail comme moi je le ferais, là, de passer une journée complète à évaluer un bungalow. Moi, c'est comme ça que je travaille. Mais eux, il faut qu'ils en fassent 3 à 4 par jour pour remplir la demande et se faire une paye aussi, compte tenu des honoraires très bas. Donc, essayez d'être gentil, préparez un petit kit, soyez à l'heure au rendez-vous, préparez un petit kit pour l'évaluateur, certificat de localisation, un listing complet. Si vous avez, souvent, vous avez bien des détails qui n'apparaissent pas sur l'inscription, une liste des travaux effectués. Essayez d'aider l'évaluateur à être de votre bord. L'autre élément que vous pouvez faire, vous avez accès à Matrix, peut-être JLR, de lui préparer, de lui pré-mâcher son rapport, essayez de lui donner des ventes récentes que vous avez vues dans le coin qui pourraient être pertinentes et qui pourraient l'aider. L'évaluation, c'est toujours de trouver des immeubles qui présentent le plus de similitudes et surtout dans le même quartier, dans le même voisinage. C'est la valeur, ce n'est pas l'immeuble qui la crée, c'est son environnement immédiat. Donc, c'est bien important. Si vous pouvez prendre le temps de préparer les beaux petits kits, un beau petit cadeau pour l'évaluateur, il va l'apprécier et ça va l'aider possiblement à mieux vous aider. À part du maudit évaluateur, il y a souvent aussi le maudit banquier. L'évaluateur peut certes être maudit, mais le banquier pourrait également l'être. Il peut arriver que le prêteur demande à l'évaluateur d'être un peu conservateur car il a peur. Le banquier qui carbure à l'anticipation et au risque a souvent des raisons d'être inquiet. Votre client acheteur a été préqualifié pour un certain montant. Là, finalement, ça ne marche pas. Il faut qu'il aille un peu plus loin pour avoir la maison. Il faut qu'il s'étire dans les 50 000. Mais la qualification qu'il avait pour le banquier, là, c'est bien dur d'aller plus loin. Fait qu'à un moment donné, là, on lui dit, j'ai trouvé une maison, au lieu du 400 000 qui était mon maximum prévu, c'est 450 ou 480. Là, dès là, le prêteur, il dit, oups, il regarde un peu le profil de son client, puis il dit, oh, j'ai peur, je suis nerveux. Donc, là, souvent, il va peut-être même donner une commande directe ou indirecte ou subtile à l'évaluateur en disant, tire pas l'élastique trop fort, celui-là, je suis nerveux. Ça, vous ne le saurez pas parce que c'est un peu une complicité entre le banquier et l'évaluateur, même si ça ne devrait pas arriver. Ça arrive, ça peut se produire. Autre élément, là, on change un peu de registre. Les immeubles à revenus, on regarde ceux qui en font ou ceux qui le voient ici, là, dans les Laurentides, ce n'est pas un marché qui est très actif, mais du côté de Saint-Jérôme, plus au sud, on en voit beaucoup. Comment expliquer que les immeubles, les plex, les 3, 6, 8, 12 logements et plus, se vendent à des prix qui sont totalement hallucinants, quand on parlait tantôt de défier toutes les règles et toutes
les habitudes et les doctrines usuelles. Ça, c'est un bel exemple où on voit, lorsqu'on utilise ceux qui sont familiers avec la méthode du revenu, où on part avec le revenu brut de l'immeuble, on enlève ses dépenses, certaines réserves, on arrive avec un revenu net et on actualise ou on capitalise ce revenu net-là pour arriver à la valeur. On se rend compte qu'avec les revenus qu'il a, les dépenses qu'il a, puis la charge hypothécaire, ça provoque un déficit. Donc, chaque année, l'acheteur va devoir fouiller dans ses poches pour garder cet immeuble-là. Tu te dis, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là, le tata? Mais non, il n'est pas tata. Souvent, on a tendance à dire, coudonc, les acheteurs, ils ont-tu perdu la tête? Là? Ils sont trop riches puis ils jettent de l'argent par les fenêtres. Faites-moi un chèque, moi le prendre, au lieu d'en perdre en achetant cet immeuble-là. Ben non, ils sont pas mal plus fins qu'on pense et ils utilisent les très faibles taux d'intérêt qu'on connaît depuis à peu près 2 ans, 3 ans, où actuellement un Cisplex se finance à 2 un peu moins, un peu plus. Ils utilisent les faibles taux d'intérêt comme outil de capitalisation et de rendement. Et quand on regarde le problème à l'envers, on s'aperçoit qu'ils sont loin d'être nono. Même si l'immeuble est déficitaire, qu'il faut qu'ils fouillent dans leur poche chaque année pour balancer le budget, les faibles taux d'intérêt font en sorte que le remboursement de capital se fait à une vitesse grand V, se fait de façon accélérée. Et ce qui fait que si on prend un horizon de 5 ans en considérant le remboursement de capital rapide et qu'on se dit si dans 5 ans, il revend l'immeuble au même prix qu'il paye aujourd'hui, tu réalises que l'acheteur il va avoir fait 7, 8, 10, 12 de rendement sur son investissement simplement par le remboursement de capital. Et c'est là ça c'est un petit truc là, que je pense peu de gens, moi ça m'a sauté d'en face il y a un an parce que moi aussi je disais, coudonc, il y a de quoi que je ne comprends pas parce que ces gens-là ne doivent pas être si fous que ça. J'ai regardé les transactions passées. J'ai beaucoup de clients qui œuvrent dans le milieu du multifamilial, qui sont des acheteurs, des vendeurs. Donc, il me fallait comprendre ce marché-là comme il faut. Fait que ça, c'est le petit truc maintenant. Je pourrais vous fournir là, ceux qui le veulent. J'ai des petits modèles là, qui calculent tout seul. Vous rentrez le revenu, les dépenses, etc. La calcul de la dette se fait tout seul, tout le remboursement, puis il y a un beau petit tableau en bas qui apparaît en disant dans 5 ans, il va avoir remboursé tant, voici le rendement réel que l'immeuble va avoir généré. Ça, pour vous, ça pourrait peut-être être un outil intéressant pour venir convaincre un acheteur que même si l'immeuble est déficitaire ou paraît déficitaire, donc je ne ferai pas d'argent avec ça, c'est pas vrai. Perspective future, les prix de vente de la dernière année ont ébranlé tous les intervenants. Je pense qu'il y en a une gang qui ne sont pas encore relevés, ils sont tous tombés en bas de leur chaise. Des hausses de 20-30 en quelques mois, c'est du jamais vu. Comme je disais un peu plus tôt, on a vu ça dans les années 88-89. Mais après ça, ça a crashé. Est-ce que ceux qui ont connu cette période-là, est-ce que c'est ce qui nous attend? Je ne penserais pas. Là, depuis quelque temps, on voit là, que le party des surenchères semble un peu fini. En tout cas, moi, j'en vois beaucoup moins, là, ou j'en ai pas vu récemment. Mais je pense que les fondements du marché immobilier actuel sont là pour rester. On regarde le télétravail, qui était évidemment le moteur de surtout l'engouement pour notre région depuis 1 an et demi, qui a fait exploser la demande. Le télétravail est là pour rester. Il y a beaucoup de, je ne dirais pas partout, mais moi, je connais bien des gens qui travaillaient dans le monde de la finance, dans le monde des ventes, etc., qui étaient dans un bureau à Montréal, qui ne rencontraient pas vraiment de clients ou de gens, qui là se sont fait dire, on ne veut plus vous voir au bureau, il n'y en a plus de bureau, restez chez vous. Les employeurs qui étaient un peu réticents au télétravail se sont aperçus que la grande majorité de leurs employés étaient bien plus efficaces à travailler de la maison que d'être au bureau et à passer une demi-heure l'avant-midi puis une demi-heure l'après-midi à côté de la machine à café. Donc, le télétravail est là pour rester. Donc, il y a bien des gens qui habitaient à Montréal ou près de Montréal ou à Laval qui vont rechercher une qualité de vie, qui vont vouloir s'en venir dans notre région pour avoir une maison un peu plus grande, pour avoir un vrai coin dédié au bureau au lieu d'être sur la table de cuisine. Le couple de retraités qui, eux, avaient délaissé notre région pour se rapprocher de la ville, qui ont dit on s'en va en ville, près des hôpitaux, près des services, près des restaurants, on s'achète un beau condo au 15e étage de la Tour du Canadien. Je peux-tu vous dire que ceux qui ont vécu la pandémie au 15e étage, c'est un balcon de 4x8, plus jamais vous les reprendrez, ils vont sortir, eux donc reviennent à leurs anciens amours. Tout ça, là, c'est des facteurs qui viennent
augmenter ou mousser la demande. L'économie roule à fond de train. Il n'y a absolument rien aucun indicateur qui nous dit que ça va ralentir. Les terrains, vous regardez la quantité de ventes de terrains. Moi-même, je suis abasourdi. J'étais récemment, j'évaluais une petite maison dans un coin de Sainte-Anne-des-Lacs que je ne connaissais même pas. Le monsieur me raconte que la maison, lui, était un des premiers Gaulois à s'installer dans ce petit projet-là qui comptait une vingtaine de terrains. Il y a eu 2-3 ventes. Ça, c'était en 2008 qui s'est installé là. Il y a eu 2-3 autres maisons qui se sont construites, mais depuis 7-8 ans, il ne se passait absolument rien. Il restait une douzaine de terrains à vendre, puis il n'y a personne qui en voulait. Ces 12 terrains-là se sont vendus dans 6 mois. Le gars demandait 50 000 $ à l'origine pour ses terrains. Quand il a vu que c'était populaire comme ça, il a augmenté ses terrains. Les derniers, il les a vendus à 100 000 $ chaque. Ça, c'est un exemple, puis il y en a comme ça à la tonne dans la région. Donc, ces ventes de terrains-là vont amener de la construction. Vous regardez les statistiques des villes, les demandes de permis ont explosé. Les villes aussi sont rendues avec 3-4 mois de délai pour émettre un permis. Évidemment, la recherche de la qualité de vie, les attributs intrinsèques qui font que notre belle région est attirante depuis toujours demeurent et vont rester. Je pense donc que les valeurs vont demeurer élevées. Les coûts de construction ont explosé cette dernière année, vont se rajuster un petit peu à la baisse, mais c'est rare que ça rebaisse autant que ça a monté. Les terrains sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Les permis de lotir sont longs, sont difficiles, sont coûteux à obtenir. Les villes à beurre épais, là, je pourrais vous raconter des histoires d'horreur sur des villes que je considère quasiment pratiquer le banditisme, tellement ils exagèrent. La main-d'œuvre est difficile à trouver. Les chaînes d'approvisionnement sont incertaines et instables. Bref, un paquet d'éléments qui font en sorte que je pense que ce qu'on a vécu là, ça ne replantera pas. On ne reviendra pas au niveau de valeur du début de 2020. Je pense que le marché va continuer, la demande va continuer d'être très forte, l'offre va continuer d'être limitée. Là-dessus, tous les éléments que je vous parlais, des terrains, des coûts de construction, de la main-d'œuvre, des chaînes d'approvisionnement, entraînent les valeurs de l'usager parce que le coût du neuf étant plus élevé, la personne qui achète et qui dit « Est-ce que j'achète un usager ou je m'en fais construire une neuve? » Quand elle voit le prix du neuf, elle va être pas mal plus enclin à peut-être payer plus cher pour une usager. Donc, tout ça vient supporter les valeurs très élevées. Je pense par contre qu'on a eu certains vents de folie, les surenchères sans bon sens qu'on a connus la dernière année. Je pense qu'on va en avoir de moins en moins. Donc, je pense que la demande va continuer d'être forte, mais pas folle. Donc, je pense que l'acheteur va être un peu plus rigoureux. La seule ombre au tableau, c'est le taux d'intérêt hypothécaire. Là-dessus aussi, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce que j'écoutais récemment un reportage sur une station américaine d'un prix Nobel de l'économie qui a raconté une espèce de vérité que je ne suis pas sûr que nos gouvernements veulent trop tôt nous donner. Il disait qu'il posait la question, combien de pays au monde ont remboursé leurs dettes de la Deuxième Guerre mondiale? Bonne question, j'en ai pas idée. Bien, la réponse, c'est 0. Ce que lui nous apprend, c'est que les États ne remboursent jamais le capital. Tout ce qu'ils font, c'est que le capital se dilue avec le temps à mesure que l'inflation augmente. Donc, le capital d'origine se fait diluer par l'inflation. Par contre, l'État va toujours devoir payer les intérêts sur la dette. Là, il disait en 2008, la crise de 2008 a entraîné des endettements étatiques ou gouvernementaux qui ont à hauteur des nuages, mais là, la pandémie va avoir monté l'endettement public à des niveaux stratosphériques. Donc, puis en passant, le Canada s'en tire beaucoup mieux que la plupart des pays du G20 et va être pas mal moins dans le trouble que ses confrères, que d'autres pays, si la ballonne venait qu'à péter. Là-dessus, je continue mon histoire sur les taux d'intérêt. Compte tenu que les gouvernements se doivent de payer les intérêts, c'est plate, c'est eux autres qui contrôlent le taux d'intérêt. Il n'y aura pas de hausse de taux d'intérêt parce que ce même économiste-là disait qu'une augmentation de 1 % de 100 points de base du taux de base fixé par l'État entraînerait une récession majeure, instantanée et mondiale. Donc, il n'y a pas un gouvernement qui va vouloir faire ça. Le seul élément qui pourrait influer sur les taux d'intérêt, c'est l'inflation. Ce même économiste disait qu'une inflation de 4-5 % pourrait faire augmenter les taux d'intérêt de 100 points de base. Encore là, au lieu de financer une maison autour de 2 %, on serait rendu à 3 %.
encore là, je pense qu'il n'y a rien de catastrophique. Donc, tous ces éléments-là me laissent croire que l'avenir regarde bien en termes de stabilité de valeur, de stabilité de la demande, l'économie qui va bien, tous les éléments, tous les fondamentaux sont au beau fixe pour que tout ça continue. Voilà. 26 minutes, j'ai bien fait ça. Excellent. Si tous les participants pouvaient applaudir, je suis convaincu qu'ils seraient tous debout. Michel, je veux juste profiter de ta présence. 2 points. Évidemment, aujourd'hui, nos courtiers présentent des promesses d'achat à des prix qui sont très élevés et on constate que finalement, dans bien des cas, l'acheteur qui offre le prix maximum a un niveau d'endettement, il donne 5 de comptant, puis sa SCHL, il embarque. Et dans bien des cas, le rôle de conseil du courtier, c'est de dire, écoutez, il ne passera pas, lui-là. Il y a des bonnes chances. Voulez-vous, on va regarder quelqu'un qui a une mise de fonds de peut-être 25-30 à ce moment-là. Commentaire là-dessus? Non, je pense que le courtier a tout à fait raison. Même si, comme je te dis, avec les taux d'intérêt bas, et je pense que c'est bien important pour le courtier de conseiller, parce que les taux d'intérêt, là, ils pourraient augmenter d'un point de pourcentage. Ça, c'est probable dans la prochaine année. Et ça, la personne, l'acheteur qui est bien serré, qui est déjà à côté avec l'achat qu'il fait, lui, ça pourrait être catastrophique si les taux augmentaient d'1 point. Je pense que la façon de se protéger pour l'acheteur, c'est de prendre une hypothèque, même si c'est un petit peu plus cher, d'aller vers du 5 ans fermé ou du 7 ans. Comme ça, il sécurise son paiement mensuel et il ne faut jamais oublier le jeu de la capitalisation qui va se faire également, comme j'expliquais pour les résidences, les maisons, les blocs appartements, le remboursement de capital se fait très vite pour l'individu aussi. Mais je pense que là-dessus, effectivement, on est toujours mieux d'aller chercher un acheteur conventionnel qui a 20-25 de cash. Mais ceux qui n'en ont pas, je pense que la façon, on ne veut pas être le casseux de party puis le briseux de rêve, mais je pense qu'il faut que le courtier serait bienvenu de le conseiller comme il faut, de dire d'éviter le piège du taux flottant, du taux variable ou du court terme, mais vraiment d'aller vers le long terme. Comme ça, il se protège d'une augmentation éventuelle des taux. Michel, dernier point, je ne sais pas si tu veux en parler, on est comprimé dans le temps. Taxe de mutation, taxe de bienvenue. C'est indécent, c'est quasi criminel. Moi, si j'étais riche ou j'avais du temps, je ferais des poursuites contre les villes. Je les poursuivrais pour banditisme. La même chose avec les permis de construction. Puis là, je parlais de choses, là, je vois des affaires, là, tu ne croirais pas ça. Les villes, là, vraiment, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des changements de paradigme profonds qui disent, regarde, on va traiter les gens comme il faut, on va être respectueux. C'est de valeur, ça coûte cher opérer, bien, les résidents paieront plus cher de taxes, c'est tout. Au lieu d'essayer de se trouver toutes sortes de patentes puis de manigances à gauche par à droite qui frisent, qui sont possiblement très légales, mais selon moi très peu morales, devraient vraiment dire, regarde, on va devenir de bons citoyens corporatifs, nous aussi, les municipalités. Puis regardez, bien, vos taxes vont augmenter de 10 ou 15 cette année, c'est de même, ça marche dans le sable. Moi, ça me choque. Merci, mon ami. Merci. Je suis conscient que tu en aurais encore pour une demi-heure. On va te garder sur la glace, puis on va garder contact avec toi. As-tu objection à donner tes coordonnées aux participants ici? Aucun problème. Aucun problème. Vous avez des questions, vous m'appelez. Avec François, là, vous savez, ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà organisé des petites formations plus formelles, plus longues, d'une couple d'heures, sur c'est quoi l'évaluation, comment ça marche, c'est quoi un évaluateur, comment faire de l'évaluation, vous donner certains trucs pour que vous soyez meilleur à évaluer, parce que vous avez à le faire, le travail vous aussi. Je suis toujours disponible pour ça ou pour n'importe quel autre sujet dans lequel je pourrais être compétent, ça me fera toujours plaisir. Peux-tu nous donner ton adresse de courriel? Est-ce que tu vas aller aussi loin que ça? Bien sûr, michel.meloche@cgocable.ca. Mon téléphone 450-240-5030. Michel, un gros merci. Merci de ces excellents commentaires. Même si tu as été dur sur certaines organisations, là, on te comprend. Merci, mon ami, bien apprécié. Merci, bon? Merci de votre écoute. Il nous reste à faire pratique 2-3 minutes pour terminer le contenu de la réunion.
dans l'état du marché? Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus longtemps? Est-ce que votre équipe de direction a besoin? Le mot d'ordre, c'est prospection. Il y a un sérieux manque d'inventaire. Priorité sur l'augmentation de l'inventaire, ça nous prend plus d'inscriptions. Réorganisation, ça va aussi loin que penser que vous devriez reconsidérer votre temps, votre agenda quotidien. Aujourd'hui, là, on parle de 60, au minimum de 60 de votre temps qui devrait être consacré à parler à des vendeurs et passer prospection. Au lieu de l'inverse, hein, parce qu'il y en a encore qui courent après les acheteurs. Oui, mais mon Dieu, allez chercher de l'inventaire. Il y a de la business à aller chercher. Il y a des courtiers qui ont déjà rencontré les objectifs pour l'année, qui enlèvent le pied sur la pédale, qui, à fin pratique, disent je veux plus payer d'impôts, je ralentis ou quoi que ce soit. Mais pendant ce temps-là, là, il y en a d'autres qui devraient en profiter pour aller chercher les fruits qui sont là, qui n'ont pas été cueillis par ces courtiers-là. Rapidement, autre sujet, bien évidemment, la sphère RLP, il y a d'excellentes formations de 30 minutes qui débutent à 10 heures tous les mercredis. Et de plus, ces excellentes formations-là sont enregistrées. Vous prenez le temps d'examiner ça. Vous avez l'enregistrement à Learning Services à royallepage.ca. Learning Services à royallepage.ca. Mot de la fin. Voulez-vous, on va vous donner, l'équipe de direction, un exemple inspirant, très, très inspirant, qui est une superbe démonstration de ténacité et persévérance. Allez sur YouTube et recherchez Diana Nyad. Je ne sais pas si vous la connaissez. D-I-A-N-A. Son nom de famille, c'est Nyad, N-Y-A-D. Diana Nyad, là, je ne vous donnerai pas tout ça, on n'a pas le temps. À l'âge de 64 ans, elle a réussi, après son cinquième essai, de nager de Cuba jusqu'à Key West. Ça, là, c'est 111 000, pas des kilomètres, 111 000, 54 heures de natation sans arrêt. Et elle fait une excellente élocution des grands principes, tout ça. Allez voir ça. YouTube, Diana Nyad, c'est très, 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 très inspirant. Et quand on a le goût de lâcher ou quoi que ce soit, souvenez-vous de cette personne-là. Prochain rendez-vous à bloquer dans vos agendas, lundi, le 25 octobre à 10 h. Lundi 25 octobre à 10 h, on a un conférencier encore intéressant. C'est un inspecteur d'expérience qui a été professeur et que plusieurs connaissent. Il s'agit de Tony Bérard Dinucci. Tony a confirmé sa présence. Et 25 octobre 2020 à 10 h. D'ici ce temps-là, portez-vous bien, restez en santé, travaillez et on est là pour vous supporter. Merci à vous tous. À bientôt.